Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Entrez dans un univers de crimes mystérieux, d'enquêtes troublantes et de secrets fascinants. Installez-vous et plongez dans l'histoire du jour. Abonne-toi, active la cloche, laisse un like. Au revoir et à bientôt. La disparition de Barbara Pranti est d'abord une énigme ferroviaire. Sur le ballast glacial d'une voie de chemin de fer, seuls quelques lambeaux de son manteau de fourrure et son sac à main ont été retrouvés. Pas de corps. Pas de sang. Juste des fragments de vie abandonnés. Interrogé par le superintendant Rowley, le docteur Pranti semble étrangement détaché. Sa femme a disparu, mais il ne s'en inquiète guère. Pour Rowley, cette froideur est un aveu. Ce n'est pas une tragédie, c'est une performance. Un faisceau d'indices commence à s'accumuler. Rowley découvre que Pranti avait des dettes et un mobile caché. L'affaire prend une tournure d'homicide sans corps. Le docteur semble de plus en plus isolé, piégé par sa propre attitude. Mais alors que tout accuse Pranti, une ombre s'interpose. L'inspecteur Arnold, du New Scotland Yard, refuse les conclusions trop faciles. Il voit au-delà de la mise en scène. Et si Pranti était l'homme le plus intelligent de cette pièce, pense-t-il. Arnold commence son propre travail. Il ne s'intéresse pas à ce qui a été trouvé, mais à ce qui ne l'a pas été. Il interroge les voisins, suit une piste négligée. Il cherche un mobile qui n'a rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la jalousie ou le passé de Barbara. Rowley est furieux, Arnold obstiné. Les deux enquêteurs se font face dans le cabinet du docteur, qui reste le centre de gravité. La vérité est sur le point d'éclater, mais qui de l'instinct du local ou de la logique de Scotland Yard l'emportera? Et maintenant, la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mrs. Chester? Le superintendant de la police, docteur, il désire vous parler. Il est malade? Pas le moins du monde, docteur, et j'en suis navré pour vous. Ne vous excusez pas, je déteste les malades. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'efforce de les guérir au plus vite. Asseyez-vous. Dois-je apporter une autre tasse? À votre place, je m'en garderai bien. Le poison que vous baptisez café n'est pas une blague à faire à un policier. Oh, merci, Mrs. Chester, je ne prends jamais de café. Oh, c'est bon, je vous laisse. Brave femme pleine de qualité. Elle sait tout faire sauf la cuisine. L'ennui, c'est que je l'ai engagée comme cuisinière. Un cigare? Merci, non, je ne veux pas abuser de votre temps. Eh bien, alors je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Voilà. J'ai dans cette petite valise quelque chose que j'aimerais vous montrer. J'avais dans l'idée d'en parler d'abord à votre femme, mais Mrs. Chester me dit qu'elle est absente. Tout à fait exact, mon cher. J'ai grand plaisir à vous le confirmer. Qu'y a-t-il dans votre boîte à malice? Tout d'abord, ceci. Si je ne m'abuse, c'est un sac de dames. Et il ne vous rappelle rien? Attendez, j'ai beau ne pas prêter grande attention à ce genre d'accessoires, on dirait qu'il ressemble comme un frère au sac de ma femme, celui qu'elle ne sort que dans les grandes occasions. C'est lui. Ah ah! Et comment diable est-il en votre possession? Je vous le dirai dans un instant. Tenez, regardez encore ceci. Fichtre, mais c'est une bonne moitié du manteau de fourrure de ma femme. C'est vous qui jouez au petit Saint-Martin avec les vêtements des autres? Oh, certainement pas. Pourriez-vous me dire où se trouve actuellement Mrs. Prentice, docteur? Désolé, mon cher. Lorsque ma femme n'est pas ici, je ne me pose pas de questions. Je me contente de remercier la Providence. Et quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Attendez, je ne suis pas certain de l'avoir vue, mais j'ai dû me trouver à la même table qu'elle mardi à déjeuner. Oui, c'est bien ça, avant-hier midi. Et le soir, au dîner? J'étais invité à Hurling chez les Astley. Sans votre femme? Oh, mon cher Rowley, dans notre bonne ville de Bridgewater, peuplée de gens paisibles et sans malice, ma femme est parvenue à se brouiller avec tout le monde. Et sa langue de vipère a eu raison de nos amis les plus tenaces. Dieu merci, tous ne m'ont pas mis dans le même sac, c'est le cas des Astley, chez qui j'étais l'autre soir. À quelle heure êtes-vous parti pour Hurling? Voudriez-vous me dire à quoi riment toutes ces questions? Alors, dans un instant, si vous le permettez, j'aimerais que vous me répondiez d'abord à quelle heure êtes-vous parti? Aux environs de 8 heures. Et où se trouvait Mrs. Prentice à ce moment-là? Dans la maison, je crois, je m'en suis pas soucié. Et vous êtes rentré? Vers 1h du matin, tout semblait dormir, j'ai tiré les verrous, je suis monté me coucher.
Ce n'est que le lendemain matin que j'ai constaté l'absence de ma femme. Mrs. Chester m'a dit alors qu'elle était sortie peu après moi en déclarant qu'elle se rendait à Londres. J'ajoute pour votre gouverne que Mrs. Chester n'avait pas l'air d'y croire beaucoup. Pourquoi? Elle prétend qu'une femme ne part pas pour 24 heures ou plus avec son sac à main et un parapluie pour seul bagage. Et vous? Moi, je suis capable de partir avec bien moins de ça. Non, je vous demande si vous croyez à ce voyage. Si vous pensez que Mrs. Prentice a pu se rendre à Londres chez des amis ou dans sa famille. Elle n'a pas plus d'amis à Londres qu'ici. Quant à sa famille, elle se compose d'un cousin qu'elle déteste et qui lui rend bien. Est-ce tout ce que vous désirez savoir sur ma charmante épouse? Pour le moment, oui. Mais je ne vous cache pas, Dr. Prentice, que votre manque de curiosité me surprend passablement. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'elle pourrait avoir eu un accident? Non. Ma femme a des papiers d'identité. J'imagine qu'en cas d'accident, c'est... Ah, mais j'y pense. C'est peut-être pour ça que vous... Pas exactement, non. Néanmoins, je dois vous annoncer que le pire est à craindre, hein. Car cette moitié de manteau a été retrouvée à Hurling, docteur, dans la nuit de mardi à mercredi et sur les tampons de la locomotive du train pour Londres. Non. Si. Et c'est tout? Comment c'est tout? Enfin, je veux dire, vous n'avez rien trouvé d'autre? Durant la journée d'hier, nous avons passé au crible la voie ferrée entre Bridgeworthy et Hurling. Rien. Nous avons recommencé aujourd'hui et ce matin, au creux d'une pile de vieilles traverses, nous avons trouvé le sac de Mrs. Prentice. Vous comprenez maintenant la raison de mes questions? Et j'espère que vous voudrez bien les prendre au sérieux. Ça, mon cher, je veux bien répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de me poser, mais je me défends d'avoir manqué de sérieux jusqu'ici. Oui, à votre avis, que peut-on conclure à la suite de ces deux découvertes? Rien du tout. À moins que vous n'ayez découvert également des traces de sang sur votre locomotive. Aucune autre trace que cette partie de manteau. Et dans ce cas, je ne vois pas. À moins que ma femme ne soit devenue subitement folle, ce qui n'aura rien de particulièrement étonnant. Je regrette d'avoir à vous le signaler, docteur, mais le devoir d'un mari est d'aider la police dans ses recherches. Mais je ne refuse pas de vous aider. Vous arrivez chez moi pour me demander où est ma femme. Bon, moi je vous réponds que je n'en sais rien, c'est la vérité. Enfin, docteur... Mais d'abord, qui vous dit qu'elle a envie d'être retrouvée, hein? Qui vous a demandé de faire des recherches? Découvrir un fragment de manteau sur les tampons d'une locomotive exige que la police ouvre une enquête, docteur. Eh bien, ouvrez, mon cher, ouvrez. La police, c'est vous, c'est pas moi. Alors vraiment, tout cela ne vous inquiète pas. Mon cher Raoul, ma femme passant sa vie à mentir, à intriguer, à fourrer son nez dans les histoires des autres, j'ai pris le seul parti possible. Je crois tout ce qu'elle veut bien me dire. Mais je ne suis jamais aussi heureux que lorsqu'elle ne me dit rien. Et à part ça, si vous avez d'autres questions à me poser, je vous serai reconnaissant d'en revenir un peu plus tard. Moi, j'ai des malades qui m'attendent. Décidément, mon cher Hawley, votre docteur me paraît être un fameux bougre. Je serais curieux de faire sa connaissance. Ceci dit, je suis un peu de son avis et votre appel à Scotland Yard me semble un peu précipité, non? Mon cher Arnold, je ne vous ai pas sollicité pour que vous vous payiez ma tête, mais pour que vous m'aidiez. Je suis persuadé que Barbara Prentice a été assassinée. Bigre, vous allez vite en besogne. Et pourrais-je savoir ce qui vous fait conclure aussi rapidement? Rapidement? Voilà 2 jours et 2 nuits que je me casse la tête sur cette charade. Eh bien, va pour la charade. Je vous écoute. Supposez que Barbara Prentice se soit suicidée ou qu'elle ait été happée accidentellement par le train. Il y aurait forcément des traces de sang et nous aurions retrouvé le corps. C'est assez probable, en effet. Donc, à mon avis, le coup du manteau sur la locomotive est une mise en scène. Idiote, alors. Nous y reviendrons. Voyons d'abord les autres possibilités. Un accident ici ou un suicide ailleurs, nous aurions également le corps. À moins qu'elle ne se soit jetée dans la rivière et que le courant... Non, vous oubliez le barrage. Il retient absolument tout et nous y avons fait des recherches, rien de ce côté-là. Bon. Admettons qu'il n'y ait eu ni suicide ni accident. Mais elle peut avoir un homme dans sa vie et être partie avec lui. C'est très courant et cela s'appelle une fugue. Impossible. Pourquoi? Parce que le docteur en eût été fou de joie et qu'il lui eût volontiers permis de prendre tous ses bagages. Or, non seulement elle n'a rien emporté, mais elle devait avoir fort peu d'argent. J'ai pu savoir à sa banque qu'elle n'y avait retiré aucune somme importante depuis longtemps. Elle a une fortune personnelle? Assez considérable, oui. Et qui hériterait en cas de décès? Son cousin de Londres. C'est un arrangement de famille, elle ne peut en disposer autrement. C'est intéressant, ça. Une disparition n'arrangerait pas le cousin. Pour qu'il hérite, il nous faudrait le corps. Vous y tenez, à ce qu'il paraît. Mais pourquoi le cherchez-vous absolument ici? Après tout, elle est partie mardi soir en déclarant qu'elle se rendait à Londres. Pardon, elle a dit textuellement « Si mon mari me demande, vous lui direz que je suis à Londres. » Cela ne veut pas dire que son intention était de s'y rendre. D'autre part, et j'ai gardé ceci pour la bonne bouche,
Je détiens la preuve que le coup du manteau est une mise en scène et qu'elle n'a pu être montée que par le docteur lui-même. Quelle preuve? Le sac de sa femme n'a été retrouvé que jeudi matin. Il était suffisamment caché et nous pouvions admettre qu'il nous avait échappé durant nos recherches de mercredi seulement. Seulement? Il y avait à l'intérieur une enveloppe libellée au nom de Barbara Prentice. Et c'est uniquement elle qui nous a permis d'identifier la propriétaire du sac et du manteau. Car quoi qu'en dise le docteur, il n'y avait aucun papier d'identité. Et alors? L'enveloppe en question a été postée mardi soir entre 22h et 22h30. Elle n'a donc pu être distribuée chez le docteur que mercredi matin, c'est-à-dire bien après que nous ayons retrouvé la moitié du manteau. Conclusion? Le docteur tue sa femme mardi soir, peu après 20h. Il dissimule le corps dans sa voiture, puis avant de se rendre à Hurling chez les Astley, il s'arrête auprès de la voie ferrée qui borde la route. Il tend une ficelle au-dessus des voies entre deux poteaux et y pose la moitié du manteau qu'il vient de déchirer. Au passage du train, la ficelle casse, mais la fourrure reste accrochée. Très ingénieux. Non, pas la peine de ricaner, j'ai retrouvé les deux bouts de ficelle après leurs poteaux respectifs. Mais à ça, mon cher, je voudrais bien savoir lequel des deux se paie la tête de l'autre. Car si Prentice a trucidé sa femme et que vous en avez toutes les preuves en main, je me demande ce que je fais ici. Ah, laissez-moi finir. Mercredi soir, voyant que le manteau n'a pas été identifié, Prentice va déposer le sac au bord de la voie. Mais celui-ci ne contenant pas de papier d'identité, il prend parmi le courrier de la journée une lettre destinée à sa femme et fourre l'enveloppe dans le sac, en oubliant tout simplement, et c'est ce qui le perdra, le cachet de la poste. Ça ne vous paraît pas énorme comme distraction? Non, c'est presque classique. On suit un plan très minutieux et on oublie un détail imprévu. Et si tout s'était passé comme vous le dites, mais que quelqu'un d'autre ait glissé l'enveloppe dans le sac? Après tout... Alors impossible. J'ai interrogé le facteur. Il a remis les deux courriers de mercredi au docteur lui-même, celui-ci s'étant trouvé comme par hasard sur son chemin. Vous en avez parlé au Toubib? Incidemment, au moment de le quitter, il a déposé le courrier de sa femme dans la salle à manger. Je vous certifie que personne n'a pu y toucher. Pas même la bonne et la cuisinière? Je, bien sûr, mais les pauvres femmes sont au-dessus de tout soupçon. Encore une fois, je veux bien le croire. Mais alors, sacrebleu, dites-moi donc ce que moi... brillant sujet de Scotland Yard, je fais ici. Brillant. Oui, il me semble que c'est assez évident, non? Je tiens un crime, je tiens l'assassin. Et je n'ai pas de cadavre. Je regrette, messieurs. Le docteur fait la tournée de ses malades. Je sais, Mrs. Chester, mais c'est à vous que nous désirons poser quelques questions. Pouvons-nous entrer? Si vous voulez. Mais je ne sais rien. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez eu le loisir de réfléchir un peu et... Moi, j'ai autre chose à faire qu'à réfléchir sur des gens qui ne m'intéressent pas. Qui est ce monsieur? Inspecteur Arnold de New Scotland Yard. Mais ne le répétez pas, c'est un secret. Vous semblez de méchante humeur, Mrs. Chester. Serait-ce notre visite qui... C'est cet affreux bonhomme qui m'a rendu malade. Mais Dieu merci, je quitte la maison à la fin du mois et on pourrait bien m'offrir 1000 guinées que je ne resterai pas un jour de plus. Que s'est-il donc passé? Il se passe d'abord que je suis une femme respectable et que je n'aime pas les places où l'on est obligé de recourir à la police pour savoir ce qu'est devenue la maîtresse de maison. Ensuite, vous ne devinerez jamais ce qu'il a osé me dire. Nous ne devinerons pas, mais nous vous écoutons, Mrs. Chester. C'était tout de suite après le déjeuner. Il m'a soudain fixé de son regard de serpent et il m'a dit « Je sais où est passée ma femme, Mrs. Chester. Nous ne la reverrons jamais. » Comme je restais devant lui la bouche ouverte, il a ajouté « Vous l'avez tuée et découpée en roast beef. Il n'y a que la chair humaine pour être aussi indigeste que celle que je mange depuis 3 jours. » Non, je comprends que vous soyez offensé, Mrs. Chester. Le docteur va quelquefois un peu loin dans ses plaisanteries. Il y a des plaisanteries qui sont toutes proches de la vérité. Et je ne serais pas étonné qu'il en sache beaucoup plus long qu'il ne veut bien le dire. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Rien de précis. Tout ce que je sais, c'est qu'il serait bien content d'être débarrassé de sa femme et qu'il ne serait sans doute pas long à la remplacer. Tiens, une aventure? Je ne pense pas que la fille de Laura Astley s'y prêterait, monsieur, bien qu'elle approche de la trentaine. Mais le docteur est tout le temps fourré à Hurling et les gens ne se gênent pas pour parler. Est-ce que Mrs. Prentice est au courant? Elle passe son temps à espionner tout le monde. Il serait bien étonnant qu'elle ne sache rien. Vous a-t-elle dit quelque chose à ce sujet? Elle n'est pas femme à se confier à sa cuisinière. C'est à peine si elle daigne me dire ce que je dois faire, alors. Ouais.
En somme, elle n'est guère plus appréciée dans sa propre maison que dans le reste de la ville. Mais dites-moi, Mrs. Chester, est-il exact qu'elle ne soit plus reçue nulle part? Ah, très exact. Sauf en ce qui concerne Lily Bank, où elle va presque tous les jours. Lily Bank? La propriété de la vieille Mrs. Ellingford. Elle y est comme chez elle. On dit que ces racontars amusent la vieille dame. Ah, sans doute qu'à son âge, elle n'a plus à les craindre pour elle-même. J'ignorais ce détail, vous ne m'en aviez rien dit l'autre jour. Ah, vous ne me l'aviez pas demandé. Oh, d'ailleurs, le renseignement ne vous servira pas. Mrs. Ellingford est partie mercredi matin pour la France. Oui, elle passe toujours une partie de l'hiver dans le Midi, alors... Elle est partie seule? Avec Emma, elle, sa demoiselle de compagnie. Donc la propriété est fermée? Probable. À moins que le neveu ne soit pas encore parti. Le neveu? Oui, un jeune fainéant qui se prend pour un artiste. Ça a plus de 30 ans et ça vit encore au crochet de sa tante. Un peintre, un écrivain? Oh, mieux que ça, un sculpteur. Il a mis à sac tout le rez-de-chaussée de la maison pour installer ce qu'il appelle son atelier. Et rien qu'avec les blocs de marbre qu'il y fait entrer, on construirait un pavillon. N'est-ce pas un grand garçon assez beau et à la chevelure un peu folle? Oh, tout à fait folle, monsieur. Mais ce n'est pas quant à moi ce que j'appelle un beau garçon. Non. Ouais. Sans doute est-il un peu moderne pour vous. Est-ce que Mrs. Prentice le connaît? Oh, oui, bien sûr. Même que si j'étais aussi mauvaise langue qu'elle, je pourrais dire qu'à son goût, il n'est sûrement pas trop moderne. Ah, la femme du docteur aime la jeunesse. Oh, pas la jeunesse en général, monsieur. Les jeunes gens seulement. Très bien, Mrs. Chester, je vous remercie. Vous m'avez bien dit, n'est-ce pas, que mardi dernier, Mrs. Prentice était sortie aussitôt après son mari? Oui. Il me semblait même attendre que son départ. Mais pourquoi se serait-elle cachée? Je croyais que le docteur ne lui posait jamais de questions. C'est-à-dire qu'elle s'était mise sur son 31. Or, chaque fois qu'elle s'habille un peu, son mari fait la même plaisanterie. Si vous avez un galant, ne vous gênez surtout pas, j'accepte le divorce et je prends tous les torts à ma charge. Oui, enfin, ce n'est pas très aimable, mais c'est bien dans la manière du docteur. Eh bien, nous vous remercions, Mrs. Chester. Lily Bank. Le nom est bizarre, mais la maison est vraiment très belle. Vous pensez sérieusement que Mrs. Prentice pourrait s'y être cachée? À vrai dire, je ne vois pas très bien pourquoi elle l'aurait fait. J'espère surtout obtenir quelques renseignements du neveu de Mrs. Ellingford. S'il est encore là. Nous allons le savoir. Vous pensez toujours que votre Barbara a été assassinée? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis de plus en plus convaincu. Et essayant décidé de jouer un tour à son docteur de mari, elle était tout simplement partie en France avec sa vieille amie. Mrs. Ellingford est l'une des femmes les plus respectables de Bridgeworthy. Je doute qu'elle se soit prêtée à une plaisanterie de ce genre. En tout cas, le neveu ne semble pas être dans les lieux. À moins qu'il ne s'y trouve en train de filer le parfait amour avec Barbara. N'oubliez pas qu'elle s'était mise sur son 31. J'ai pensé, mais c'est peu probable. Ce garçon ne dispose de la maison que depuis mercredi. Ah, je crois qu'on vient. Bon, il aura mis du temps à se décider. Messieurs? Mr. Noel Gibbons? C'est moi, oui. Vous êtes, n'est-ce pas, Mr. Rowley, le superintendant de la police? Vous avez salué ma tante l'autre jour alors que nous sortions de la banque. Votre mémoire est parfaite, Mr. Gibbons. Voici l'inspecteur Arnold, de Scotland Yard. Monsieur... Nous sommes en regret de vous déranger, mais nous aurions besoin, si possible, de quelques renseignements. Entrez, messieurs, je vous en prie. Je vous préviens seulement que vous allez pénétrer sur un véritable chantier de démolition. Passez, je vous en prie. C'est meilleur. Je regagne mon atelier de Londres et je suis en train d'emballer outils et matériel. Ainsi que vous pouvez le constater, ce n'est pas une petite affaire. Je n'ose même pas vous faire asseoir, la poussière est partout. Aucune importance, nous n'en avons que pour un instant. Mais je crois que vos œuvres intéressent mon ami Arnold. Il n'y a pas grand-chose à voir, presque tout est déjà emballé. Et vous n'aviez pas tort de parler d'un chantier, jeune homme. Je n'aurais jamais cru que la sculpture nécessitât un pareil outillage. On ne taille pas dans le marbre avec un canif, monsieur l'inspecteur. Ce n'est pas très commode que d'emballer tout cela. Je vous avoue d'ailleurs que si ce n'était pour ma tante, je renoncerais avec plaisir à ces transbordements. Vous vous installez ici durant chaque été? Non, c'est la 2e année seulement. Auparavant, je ne faisais qu'un court séjour. Je me contentais de dessiner un peu. Maintenant, ma tante se sent vieillir. Elle est heureuse de me voir passer l'été dans sa maison. Vous êtes son seul parent, n'est-ce pas? Oui. Je crois pouvoir dire qu'elle m'aime beaucoup.
Malheureusement, elle aime moins ma sculpture. Eh oui, hein, c'est un art bien difficile et bien ingrat. Peu de gens savent encore l'apprécier. Ouais, cela vient peut-être de ce que les appartements d'aujourd'hui ne laissent guère de place pour les statues. Vous avez raison, Mr. Rowley. La vraie sculpture n'est pas un art de salon. Cela dit, ma tante serait tout aussi réfractaire au violon ou à la miniature. Elle considère que la pratique d'un art ne saurait représenter une occupation sérieuse. Mais je vous demande pardon, messieurs, je ne pense pas que vous enquêtiez sur les difficultés de la jeune sculpture. Non, nos préoccupations sont effectivement plus terre à terre, Mr. Gibbons. Peut-être le savez-vous déjà, Mrs. Prentice a disparu. Disparu? Mais elle était ici mardi dernier pour faire ses adieux à ma tante. Vous l'avez vue? Un peu malgré moi, oui. Je m'étais enfermé, bien décidé à travailler, mais ma tante m'a fait appeler pour le thé. Comme elle était à la veille de son départ, je n'ai pas pu refuser. Comment était Mrs. Prentice? Comme d'habitude, très volubile et affreusement cancanière. Votre tante et elle sont très liées, n'est-ce pas? Ma tante prétend que Barbara Prentice vote à elle seule tous les journaux et la télévision réunis. Je vois. Et naturellement, vous n'avez pas revu Mrs. Prentice depuis? Non. Pourquoi cette hésitation? Bien, je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais j'ai cru l'apercevoir dans la soirée de ce même mardi, peu après 8 heures. Ma tante m'avait demandé de jeter 2 lettres dans la boîte qui est au coin de la rue. Je l'ai fait, et j'allais rentrer dans la maison lorsque je vis arriver Mrs. Prentice. Je pensais qu'elle venait voir ma tante, je l'attendais. Mais elle passa très vite, sans même me jeter un coup d'œil. J'en fus passablement surpris. C'est pourquoi je me demande encore si je ne me suis pas trompé. Dans quelle direction allait-elle? Du côté de la gare. Bon, attendez. Est-ce que pour aller de chez le docteur à la gare, le plus court chemin passe par votre rue? Oui, n'est-ce pas? Oui, certainement. En tous les cas, cela correspond à son heure de départ. Comment était-elle habillée? Bon, je n'ai guère pu voir que son manteau de fourrure. Parapluie? Pas ouvert, en tout cas. La pluie menaçait, mais elle n'a commencé que plus tard. Ouais. Dites-moi, Mr. Gibbons, vous allez me trouver un peu fou, mais il me vient une idée bizarre. Cette maison est très grande et Mrs. Prentice en est une familière. Pensez-vous qu'elle aurait pu, si elle avait voulu, y pénétrer à votre insu et s'y cacher? Je vais répondre à votre question, mais sans passer par les mêmes détours. Mrs. Prentice n'est pas ma maîtresse. Et elle n'est pas cachée dans cette maison. Oh, Mr. Gibbons, je ne voulais pas dire... Ne vous excusez pas, la chose eût été possible. Seulement maintenant, c'est moi qui insiste pour que vous visitiez la maison. La porte qui est au fond du couloir vous mènera au jardin et dans le hangar à bateau. Quant aux pièces du premier étage, vous n'en trouverez aucune fermée à clé. Merci, Mr. Gibbons. Et puisque vous le permettez, je vais m'assurer que mon idée est bien la plus stupide qui soit. Me permettez-vous une question, Mr. Rowley? Je vous en prie. Pourquoi un inspecteur de Scotland Yard? Est-ce tellement grave? Mais jusqu'à preuve du contraire, une disparition est toujours une chose grave, Mr. Gibbons. Et dans une petite ville comme la nôtre, la police est tenue de faire appel au Yard dès qu'un mystère menace de se prolonger. Ah oui, je vois. Connaissez-vous le docteur Prentice, Mr. Gibbons? De réputation, surtout. J'ai dû le voir 2 ou 3 fois. Qu'en pensez-vous? Un ours mal léché. Plutôt sympathique. D'après ce que j'en sais, un excellent médecin. Il soigne votre tante, je crois. Si l'on peut dire. La dernière fois qu'elle a voulu le faire appeler, il a répondu qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des malades imaginaires. Et le fait est d'ailleurs qu'elle se porte comme un charme. Elle le sait et ne changerait de médecin pour rien au monde. Ouais. Autre chose pendant que j'y pense. Le jour où je vous ai aperçu avec elle sortant de la banque, c'était bien le matin même de son départ. Exactement, oui. Je l'ai accompagnée à Folkestone 1 heure plus tard. Bien. Je suppose qu'à la banque, Mrs. Lingford avait à régler certains détails concernant l'argent dont elle aura besoin en France. Oui. Et puis elle a déposé aussi dans la chambre forte sa caisse d'argenterie. Oui. Lorsqu'elle quitte sa maison, ma tante y laisserait plus volontiers ses bijoux que son argenterie. Bon, serait-il indiscret de vous demander si vous connaissez par hasard le montant des sommes qu'elle doit recevoir? Oh, il n'y a pas de somme fixe. Ma tante possède une fortune assez considérable. Elle a simplement demandé qu'un compte lui soit ouvert en France. Ah, bien. Non, je pensais que l'octroi des devises était limité. Puisque ce n'est pas le cas, il va falloir que je télégraphie à votre tante. Je demande pardon, mais je ne vous suis pas très bien. Oh, je veux certainement perdre mon temps et l'argent du télégramme, mais je ne dois négliger aucune possibilité.
Or, si votre tante dispose de ressources importantes, elle a fort bien pu inviter Mrs. Prentice à la rejoindre en France. Et dans ce cas, je crois la femme du docteur très capable d'être partie sans prévenir personne. Mrs. Prentice peut-être, mais certainement pas ma tante, Mr. Rowley. Je vais cependant vous noter son adresse. Me revoici. Je n'ai pas trouvé Barbara, mais je ne regrette pas ma petite visite. Il y a ici des meubles qui sont de pure merveille. Voici l'adresse de ma tante, Mr. Rowley. Merci. Quant à vous, monsieur l'inspecteur, je gagerais volontiers que votre curiosité n'est pas entièrement satisfaite. Voilà bien 3 fois que je surprends votre regard posé sur les grandes caisses qui sont là. Vous plaisantez, jeune homme. Pas le moins du monde. Un homme de votre corpulence y tiendrait facilement. Je suis bien certain que vous l'avez remarqué. Vous pouvez soulever les couverts qui ne sont pas encore cloués. Eh bien, je vais vous prendre au mot. Je n'espère pas davantage y trouver Barbara, mais je suis curieux de voir vos œuvres. Et moi de recueillir votre avis. Le jugement d'un policier est toujours une chose importante. Eh bien, votre sculpteur m'a joliment mis en boîte avec ses caisses. J'avoue qu'à sa place, j'en aurais fait autant. Que diriez-vous d'une tasse de thé? Alors, un peu plus tard, il faut d'abord que nous passions au commissariat. Vous venez de l'appeler, votre commissariat. Justement, ils viennent d'arrêter le fils de Hilaire Dawson, complètement ivre au volant de sa voiture. Ce jeune imbécile a foncé tout droit sur une pauvre femme qui traversait la rue. Heureusement, elle n'est que légèrement blessée. Ah, parce que vous vous occupez aussi des pochards. Hilaire Dawson est l'homme le plus influent de la région. Malheureusement, il a élevé son fils d'une façon déplorable et il lui passe tous ses caprices. Le gosse en profite et nous donne souvent du fil à retordre. Très intéressant. Pour cette fois, certainement plus que vous ne pensez. Ce sacré gosse a déclaré avoir foncé sur la femme parce qu'il l'avait prise pour Barbara Prentice. D'abord, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu que quelques cocktails et 3 ou 4 whisky. Mais ensuite, je ne voulais pas la tuer. Je voulais lui faire peur. Je suis désolé de m'être trompé sur la personne, mais mon père la dédommagera. Pourquoi vouliez-vous faire peur à Mrs. Prentice? Parce que c'est une enragée vipère. D'ailleurs, c'est vous qui avez raison, ça doit être un peu ivre. Si j'avais été de sang-froid, j'aurais pas songé à l'effrayer, je l'aurais franchement écrasé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, Mr. Dawson? Tout à fait bien, monsieur le policier, et je suis prêt à signer tout ce que vous voudrez. L'ennui, c'est que ça ne servira à rien puisqu'elle n'est pas morte, et que de toute façon, c'était pas elle. Mais pourquoi détestez-vous tellement Barbara Prentice? Avez-vous été victime de ces bavardages? J'ai surtout refusé d'être la victime de ses charmes. Elle s'est alors acharnée contre moi et elle n'a eu de cesse qu'elle ne soit parvenue à rompre mes fiançailles. Ouais. Bon. Puis-je vous demander où vous vous trouviez mardi dernier, Mr. Dawson? Disons entre 20h et minuit. Pourquoi me demandez-vous ça? Une simple histoire de voiture accrochée. Mais une plainte a été déposée et l'auto-tamponneuse est de même marque que la vôtre. Et où ça s'est-il passé? Entre Bridgeworthy et Hurling, sur la route qui longe la voie ferrée. On va autant dire la route de Londres. je la prends un soir sur deux. Était-ce le cas mardi dernier? Je me rappelle pas. Seulement si j'avais accroché une autre voiture, j'imagine que la mienne en aurait conservé quelques traces. Vous n'avez qu'à regarder, elle est devant la porte. Maintenant, laissez-moi dormir. Oh, c'est bon, nous reparlerons de cela plus tard. Hein? Désolé de vous déranger à nouveau, docteur, c'est encore moi. C'était rien. Mais vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous me rameniez ma femme. Je crains que l'heure des plaisanteries ne soit passée, docteur. Nous sommes vendredi et votre femme a disparu depuis mardi. Oh, disparu, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous avez interrogé 15 ou 20 personnes qui ne l'ont pas vue. C'est un peu court pour affirmer qu'elle s'est désintégrée. Personne ne l'a vue à la gare et elle n'a pas loué de voiture. Donc, si elle est partie à pied, c'est qu'elle n'allait pas très loin et probablement vers un rendez-vous. Je ne vous le fais pas dire, mon cher. Et celui ou celle qui l'attendait était peut-être motorisé. À mon avis, et puisque vous avez la rage de la retrouver, vous avez tort de chercher à Bridgeworthy. Vous m'avez déclaré hier que vous aviez passé la soirée de mardi chez les Astley. Seulement, vous avez omis de préciser que votre visite avait été entrecoupée. Vous êtes sorti sur le coup de 10 heures et vous n'êtes revenu qu'une demi-heure plus tard. Vous êtes allé importuner leur Astley? Je passe ma vie à importuner les gens, docteur, c'est mon métier. Oui, alors soyez gentil, laissez-moi faire le mien. Vous reviendrez pour m'arrêter lorsque vous aurez suffisamment de preuves. Franchement, votre attitude devient choquante, docteur. Je ne comprends pas que l'on puisse... Mais moi, je ne comprends pas que vous n'ayez pas encore compris. On vous a pas dit ce qu'était ma femme, non? On ne vous a pas chuchoté que son ours de mari ne lui suffisant pas, elle se donnait beaucoup de mal pour lui trouver des suppléants?
Il a filé avec un imbécile, et voilà tout. Et quand je dis un imbécile, je suis très au-dessous de la vérité. Parce que pour enlever une femme comme la mienne, il faut être anormal de naissance. Oui, je sais, moi, je l'ai épousée. Seulement il y a 15 ans de ça, elle en avait 18. Sa merveilleuse nature n'était pas encore éclose. Ouais, je vous demande pardon, je ne jugeais pas votre attitude sous cet angle. Une dernière question et je vous laisse. Pensez-vous que pour une raison qui nous échapperait, votre femme puisse se cacher ici, dans cette maison? Écoutez, ma femme a bien des défauts, mais c'est pas une demeurée. Or, j'ai beau ne pas manquer d'imagination, je vois vraiment pas pour quelle raison, n'ayant rien à craindre de personne, elle se cacherait sous son propre toit. Maintenant, si vous pensez que je l'ai tuée, que son corps est ici, libre à vous de chercher. Je vous donne toute liberté pour retourner cette maison de la cave au grenier. Et je n'exige même pas que vous ayez un mandat. Non, tout ce que je vous demande, c'est de me laisser cette pièce pour travailler, parce que, soit dit sans vous offenser, vous commencez à être aussi encore moins que ma femme. Alors, Rowling, comment s'est passée cette perquisition officieuse? Quasi officiellement, mon cher, le mandat m'y est pas. Mais j'ai bien regretté que vous ne fussiez pas là. Ce diable d'homme me déroute complètement. Bredouille? Oh non, pas du tout. C'est même ce qui m'embarrasse. Décidément, vous n'êtes jamais content. Non, écoutez-moi, c'est sérieux. Ce sacré Toubib était presque parvenu à me faire croire à son innocence. Là-dessus, par acquis de conscience, je fouille la maison, et qu'est-ce que je trouve? La preuve de sa culpabilité. Tiens. Tenez, voyez vous-même. Mais c'est un parapluie de dame, ça. Assez joli, d'ailleurs. C'est celui qu'avait emporté Barbara Prentice mardi soir. Mrs. Chester l'a formellement reconnu. Et vous l'avez retrouvé dans la maison? Mieux que cela, mon cher, dans la voiture du docteur, cachée sous le siège arrière. Diable. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de retrouver le cadavre. Malheureusement, je commence à craindre que nous n'y parvenions jamais. Pourquoi? Parce que le Toubib n'est pas un imbécile et qu'il a eu 3 jours pour le faire disparaître. Vous savez, lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'une chose aussi encombrante qu'un corps humain, ce n'est pas un grand délai. Et je ne pense pas que le fait d'être médecin facilite beaucoup la chose. Enfin, sapristi, mais qu'est-ce que vous avez à prendre toujours sa défense? Vous ne le connaissez même pas. Erreur, mon cher. Je ne l'ai jamais vu, mais je crois le connaître assez bien. Ah, excusez-moi. Oui, j'oubliais Scotland Yard. Nous autres, à la campagne, nous en sommes encore à voir les gens avant de les juger. Écoutez, mon cher Raoul, vous venez de préciser vous-même que le docteur n'est pas un imbécile. Pensez-vous sérieusement, s'il avait tué sa femme, qu'il afficherait constamment ce plaisir de se retrouver seul? Hein? Moi, je ne dis pas qu'il devrait nous inonder de ses larmes. Tout le monde sait que le couple ne s'entendait pas. Mais il serait tout de même assez malin pour adopter une attitude un peu plus digne. Vous ne le croyez pas? Bon, à moins qu'il ne s'attende précisément à un raisonnement de ce genre et que ces plaisanteries soient destinées à nous donner le change. Sans vouloir vous offenser, votre psychologie ne fera pas disparaître les preuves bien solides que j'ai en main. Prenez garde, mon cher. Vos fameuses preuves pourraient bien prouver tout autre chose que ce à quoi vous vous attendez. Ce qui veut dire? Pendant votre absence, j'ai repris chaque pièce du dossier. Il y en a d'ailleurs pas beaucoup, mais en y regardant de très près, l'une d'elles m'a tout de même appris que le docteur Prentice était probablement innocent. Tiens. Oui. Et pour cette fois, je vous jure que la psychologie n'a rien à voir dans ma découverte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne puis vous montrer l'objet, je l'ai déjà envoyé par express au laboratoire du Yard. Mais je peux vous dire qu'il s'agit de la fameuse enveloppe retrouvée dans le sac de Mrs. Prentice. Enveloppe qui, selon vous, n'a pu être distribuée chez le docteur que mercredi matin. Et alors, vous n'allez pas me dire que le cachet de la poste a été falsifié? Non, c'est sans doute beaucoup plus simple. Et selon toute probabilité, la dite enveloppe n'a jamais pénétré au domicile des Prentice. Car en y regardant à la loupe, j'y ai trouvé de très légères traces de gommage. De gommage? C'est un très vieux truc et pourtant, je n'y ai pas songé tout de suite. Supposez que Barbara Prentice ait été assassinée et que le meurtrier ait décidé de faire porter les soupçons sur le mari. Il dépouille la victime de son manteau, de son sac et de son parapluie. Il s'arrange pour que le manteau soit retrouvé le soir même de la disparition et il conserve le sac et le parapluie. Le lendemain, il reçoit la lettre, ou même simplement l'enveloppe, qu'il a postée lui-même la veille. Il efface sa propre adresse écrite très légèrement au crayon. Il glisse l'enveloppe dans sa machine à écrire et il n'a plus qu'à taper l'adresse de Mrs. Prentice. Après quoi, il fourre l'enveloppe dans le sac et le sac au milieu d'une pile de traverse près de la voie ferrée. Lorsque vous découvrez le tout,
Vous ne manquez pas de relever la date de la poste et vous en concluez forcément qu'en l'absence de Barbara, son mari est le seul qui ait pu posséder cette enveloppe. C'est assez simple, mais c'est tout de même astucieux. Ben, vous voulez dire que c'est diabolique, oui, à condition que vous ayez raison. Vous n'êtes pas convaincu? Convaincu? C'est bien bon. Alors vous trouvez que je ne sais quelle trace sur une enveloppe, vous partez de là pour construire une histoire à bracadabrante et vous venez m'écraser de votre supériorité? Mais libre à vous de vous prendre pour Sherlock Holmes, mais je ne suis pas le docteur Watson. Eh bien, attendons demain. Je pense que d'ici là, j'aurai la réponse des laboratoires. Bon, parce qu'en plus, vous espérez que vos alchimistes vont ressusciter cette adresse écrite légèrement au crayon. Mon cher, ils ont souvent réussi mieux que ça. Et mon parapluie, alors? C'est encore une machination? C'est facile. Convenez-en. La voiture du docteur stationne un peu partout, de jour comme de nuit. C'est un jeu d'enfant que d'ouvrir la porte et de glisser le parapluie sous le siège. Mais qui? Alors, qui? Dites-le moi, puisque vous êtes si malin. Ça, c'est une autre histoire. Je ne fais que vous exposer une théorie et, sans vouloir vous écraser de ma supériorité, je crois qu'elle vaut bien la vôtre. Ouais, en somme, nous ne pouvons rien faire jusqu'à demain. Et les affaires courantes, alors? Il y a un très charmant clochard qui vous attend à côté. Un clochard? Oui. Il a pêché une cafetière au barrage de la rivière et il attend pour savoir s'il y a une récompense. Scotland Yard maintenant. Et un samedi. Je ne croyais pas que la chose fût possible, mais vous finirez par me faire souhaiter le retour de ma femme. À vrai dire, Dr. Prentice, j'ai bien quelques questions à vous poser, mais je désirais surtout vous connaître. Je suppose que cela est assez naturel. Lorsque l'on soupçonne un homme d'être un assassin, il faut au moins savoir la tête qu'il a. Ai-je parlé de soupçon? L'attitude de votre ami Rowley me semble parler pour la police tout entière. Eh bien, détrompez-vous. Depuis hier soir, ce brave Rowley s'est lancé sur une autre piste. Oui, il a découvert que le cousin de votre femme était dans les parages mardi dernier. Sawyer? Oui. C'est complètement idiot. N'est-ce pas lui qui doit hériter de votre femme? Raison de plus pour ne pas courir un pareil risque. Il sait très bien qu'il serait le premier soupçonné. D'ailleurs, il n'est pas dans le besoin, il peut attendre. Il y a aussi le jeune Dawson, dont la haine envers votre femme est franchement mortelle. Il refuse absolument de nous fournir son emploi du temps pour la soirée de mardi. Je ne crois pas que les haines mortelles, comme vous dites, fassent beaucoup de victimes, monsieur l'inspecteur. Je pourrais vous citer 20 personnes qui haïssent ma femme, mais dont aucune n'accepterait le risque que comporte un crime. Vous avez parfaitement raison, docteur. Cependant, il reste toujours l'exception. Et ceci m'amène à une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez en avoir, vous, des ennemis mortels? Autant que je puisse en juger, non. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression très nette que dans cette histoire, quelqu'un cherche à vous compromettre, en faisant disparaître votre femme et puis en essayant de vous faire accuser. Eh bien, je suppose qu'il pourrait s'agir de ma femme elle-même. À moins que ce ne soit un dernier tour de cette sacrée Mrs. Chester. Je parle sérieusement, docteur. Rowley ne vous l'a pas dit, mais il a retrouvé le parapluie de votre femme sous le siège de votre voiture. Quoi? Oui, celui qu'elle avait emporté mardi soir en quittant cette maison. Vous en êtes sûr? Eh oui. Et comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit du même parapluie? Mrs. Chester est formelle, c'est bien celui-là. Vous commencez à m'inquiéter, monsieur l'inspecteur. Jusqu'à présent, j'étais vraiment persuadé que ma femme avait fait une fugue, qu'elle reparaîtrait un jour ou l'autre. Seulement, si cette histoire de parapluie est exacte, ma supposition ne tient plus. Est-ce à dire qu'une disparition non volontaire vous affligerait? Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'aime pas ma femme, je lui en veux de s'être toujours refusée au divorce. 2 ou 3 fois, je peux même vous l'avouer, il m'est arrivé de songer à un veuvage possible. Mais de là à souhaiter sérieusement sa mort, il y a un pas que je n'ai jamais franchi. D'ailleurs, vous aurez beau dire, je ne parviens pas à croire qu'elle puisse être morte. J'ai bien peur que vous n'y soyez bientôt obligé, docteur. À moins que je ne me trompe grossièrement, nous allons faire prochainement une découverte macabre. Vous voulez dire que Barbara aurait vraiment été assassinée? Je le pense, oui. Et vous connaissez l'assassin? Oui. Je n'attends plus pour agir qu'une simple confirmation. Un coup de téléphone de Londres. Hello. Oui, un instant, je vous le passe. C'est pour vous. Au fameux laboratoire. Ah, merci. Alors, ici, inspecteur Arnold. C'est vous, Marianne? Bravo. Mais félicitations, c'est du beau travail.
Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. Ah oui, c'est bien ça. Oui, et bien entendu. Et encore merci, vous êtes un as. Et voilà, l'adresse initiale qui figurait au crayon sur cette enveloppe était la suivante. Miss Emma Hurdle, Lilybank, Bridgeworthy. La demoiselle de compagnie de Mrs. Ellingford? Elle-même. Mais comme je ne tiens pas à vous livrer un criminel sans cadavre, nous irons d'abord chercher le corps de cette pauvre Mrs. Prentice. Ah oui, parce que naturellement, vous savez où il est. Ah oui. Bon, je crains que ce ne soit pas une petite affaire que d'aller le chercher. Pourquoi? Parce que les banques sont fermées le samedi. Hein? Oui, le corps de Barbara Prentice se trouve à la banque, enfermé dans la chambre forte et dans une caisse qui est censée contenir de l'argenterie. Vous êtes faux? Si vous ne vous étiez pas moqué lorsque je vous ai parlé de cette cafetière retrouvée par le clochard, vous l'auriez su en même temps que moi. Après l'avoir nettoyée, j'ai constaté qu'elle était en très bel argent et gravée aux armes de Mrs. Ellingford. Et cela vous suffit pour décréter que... C'est pas fini, voulez-vous. Ce matin, de très bonne heure, je me suis introduit dans le jardin de Lilybank et de là, dans le hangar à bateau que j'avais déjà visité, mais sans me mouiller les mains. Et cette fois, sous le bateau lui-même, j'ai découvert une corde. J'ai tiré dessus et j'ai ramené à moi 2 sacs assez volumineux. L'argenterie. Au grand complet. Et si l'un des sacs n'avait pas été pourri au point de laisser échapper une cafetière, nous n'aurions peut-être jamais su le mot de la fin de cette histoire. Ouais. Vous voulez mon avis? C'est impossible. Emma Hurdle est une vieille demoiselle charmante et je ne vois pas comment elle aurait pu... Moi non plus. Mais je ne vous ai jamais dit que c'était elle. Comment vous ne me l'avez jamais dit? Bon alors, ils sont d'adresse sur l'enveloppe. Simple précaution supplémentaire. Sachant qu'il serait seul pour recueillir le courrier du mercredi, Mr. Noel Gibbons pouvait se permettre cette fantaisie. Le sculpteur? Oui, mon cher. Et je me propose, après notre visite à la banque, de filer jusqu'à Londres pour admirer sa dernière œuvre. Dommage, d'ailleurs, je crois qu'il avait du talent. Bien joué, monsieur l'inspecteur. Décidément, le Yard est un rude adversaire. Même sans les révélations de l'enveloppe, vous étiez perdu. En crevant l'un des sacs qui contenait l'argenterie, le hasard se liguait contre vous. Et puis le corps déposé à la banque, c'était astucieux. La double caisse en zinc permettait un séjour illimité. Mais n'empêche qu'il aurait bien fallu que vous la retiriez un jour. Ma tante ne devait rentrer qu'au printemps. À ce moment-là, l'affaire eût été déjà bien oubliée. Rien de plus facile que de remettre l'argenterie en place et de transporter la caisse ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi l'avez-vous tué? C'est la seule chose qu'il me reste à savoir. Le drame le plus banal. Une scène de jalousie. Un instant de fureur, de rage forcenée. Et voilà. Je ne vous crois pas, Gibbons. Je mettrai ma main au feu que vous n'avez jamais été l'amant de Barbara Prentice. Hein? Comme vous voudrez. Je trouverai bien sans vous. Et si je vous demandais de ne pas chercher? Que vous importe un mobile ou un autre, puisque je vais payer? La justice doit être informée entièrement, Mr. Gibbons. Même si la seule différence doit être de faire beaucoup de mal à une vieille dame? Vous parlez de votre tante, j'imagine. Est-ce pour lui cacher quelque chose que vous avez tué Mrs. Prentice? Oui. Me promettez-vous, si je vous dis la vérité, de garder le secret? Je ne puis rien vous promettre. Mais si je peux éviter une peine supplémentaire et inutile, je le ferai. Très bien. Je vous fais confiance. D'ailleurs, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Vous finiriez quand même par tout découvrir. J'étais orphelin lorsque ma tante m'a recueilli. Elle a été très bonne. Sa générosité est sans limite. Et j'ai pour elle une immense affection. Peu avant la fin de mes études, le moment est venu de choisir une carrière. Je voulais depuis longtemps devenir sculpteur. Mais ma tante, très autoritaire sur ce chapitre, avait décidé que j'entrerais dans l'armée. Je finis d'accepter, mais je fis en sorte de rater mon examen d'entrée à l'école des cadets. Je ne sais si ma tante fut vraiment dupe. De toute façon, elle fut très déçue. Elle se résigna à me laisser suivre ma voie, mais en m'imposant de réussir par mes propres moyens. De toute ma vie, me déclara-t-elle, je ne te remettrai pas un penny. Pourtant, vous vous êtes réconciliés. Oh, mais nous ne fûmes jamais brouillés. Son affection restait entière, sa maison m'était ouverte autant que je le désirais.
C'est sa bourse qui était fermée. Vous aviez des revenus personnels? Oui, une petite rente. Souvenir de mon père. À peine de quoi manger. Or, il faut des années pour un sculpteur avant de songer à se faire connaître. Et les dépenses à faire sont incroyables. Pour pouvoir louer un atelier, pour acheter le plâtre, la pierre, le marbre qui m'était nécessaire, j'ai fait tous les métiers et travaillé comme un enragé. Pendant plus de 8 ans, je me suis accroché de justesse, mais enfin, il y a 2 ans, mon travail a commencé à porter ses fruits. J'ai pu entrevoir un début de consécration. Hélas, à chaque échelon que vous grimpez, les frais augmentent. Il faut sortir, voir des gens, ne pas regarder à la dépense pour sa publicité, et surtout ne pas montrer que l'on a besoin de gagner sa vie. J'ai essayé d'expliquer tout cela à ma tante, mais elle est restée inflexible, pas un penné. Depuis plusieurs années, faisant de fréquents séjours à Lilybank, c'est moi qui m'occupais de ses affaires et tenais tous ses comptes. Elle avait une telle horreur de la paperasserie qu'elle me faisait même remplir ses chèques. Je suppose que vous devinez la suite. Oui. J'étais son seul héritier. Je me disais que je prélevais simplement quelques avances sur ce qui m'appartiendrait un jour. Au reste, je n'étais pas gourmand. Je ne m'octroyais que le minimum indispensable. Et Barbara Prentice vous a découvert? Un jour du mois dernier, alors que j'ajoutais un 0 à une facture de 5 livres, le rire de Barbara a soudain jailli par-dessus mon épaule. « Je vous savais du talent, mon cher, mais pas celui-là !» Depuis des mois, je repoussais ses avances. Et nos relations étaient tendues. Elle n'en dit pas plus long ce jour-là. Mais le lendemain, ce fut un véritable ultimatum. Je gagnais un peu de temps, mais elle me jura qu'elle préviendrait ma tante le matin de son départ. Je savais qu'elle le ferait. Je lui donnai finalement rendez-vous pour le mardi, veille de ce départ, lui parlant d'une auberge agréable que je connaissais. Et voilà pourquoi elle partit de chez elle en déclarant qu'elle ne rentrerait pas. Vous savez la suite. Aucun crime n'est excusable, Mr. Gibbons, mais il en est que l'on peut comprendre. Par contre, ce que je trouve d'incompréhensible et d'abominable dans le vôtre, c'est que vous ayez tenté de faire accuser un autre à votre place. Mais il me fallait détourner l'attention. Le docteur ne pouvait pas être condamné puisque vous n'auriez jamais retrouvé le corps. C'est vrai. Faute de preuves, il serait devenu un assassin en liberté. Mais pour quelqu'un qui a tué afin de sauver sa réputation, vous faites bon marché de celle des autres. Vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Je suis un pauvre type. Cependant, si j'ai parlé, ce n'est pas pour vous apitoyer, ni pour que vous me trouviez des excuses. Ma tante n'a plus que quelques années devant elle. Et mon crime va déjà lui porter un coup terrible. Si, en plus, elle apprend que sa confiance était trahie, il ne restera plus rien. C'est entendu, Gibbons. Elle ne saura rien. Encore une fois, je n'excuse pas votre crime, mais vous n'aviez peut-être pas mérité de rencontrer Barbara.